dans ces constellations, c'est que la parole est essentiellement donnée aux écrivains. Les écrivains parlent de leurs textes, parlent même de leurs livres, parlent de leur travail, de leur métier d'écrivain. Vous savez qu'il y a certaines théories littéraires qui disent bon, il ne faut pas écouter les écrivains, de toutes les façons, ils radotent et parfois ils cachent des choses, etc. D'ailleurs, une des remarques de Fonquois, c'était celle-là, justement, en disant ouf, en fait, il y a la distance du temps, hein, on n'a plus besoin de se faire matraquer par les écrivains, parce que s'ils sont vivants, vous écrivez quelque chose sur eux, ils peuvent réagir violemment, plus ou moins violemment. Donc, quand les écrivains disparaissent, tant mieux pour la critique littéraire. Moi, j'ai choisi plutôt autre chose, un autre point de vue. Il y a, ces dernières années, plusieurs écrivains, et ils sont là, Sami Tchak, Léonore Aniano, Alain Mabankou, Alain Patrice Nganam, Nimrod, Boubacar Boris Diop et Valentin Yves Moudimbe. Je les cite comme ça, mais j'ai mis un peu leur goût ici pour qu'on puisse se situer, pour encore bien s'amuser là, hein, à resituer les écrivains. Donc vous avez Nimrod tout en haut, suivi de Alain Mabankou, suivi de Léonore Amiano, suivi de Sami Tchak, Boubacar Boris Diop, Patrice Nganang, Alain Patrice Nganang, et là en bas j'ai mis quand même quelqu'un, Mongo Moussa, qui est un critique congolais et qui a parlé avec toutes ces personnes, évidemment. Voilà en fait les paroles d'écrivains que j'ai choisies, il y en a bien d'autres, hein, mais c'est sûr que c'est là que je me suis appesanti parce que ces gens ont dit quand même des choses très interpellantes, très intéressantes, sur lesquelles nous allons plancher maintenant. Alors, je vous mets à la suite les 3 textes de départ qui m'ont inspiré pour la suite de la constellation de l'identité. Le premier texte, donc, que j'appelle les paroles d'auteur, évidemment, ici il s'agit de Valentin Yves Moudimbe dans son texte L'odeur du père. Valentin Yves Moudimbe est un écrivain, est un théoricien de la littérature d'origine congolaise de Kinshasa, grand professeur devant l'Éternel qui a fini sa carrière aux États-Unis à Duke. Qu'est-ce qu'il dit? L'Europe, dès les débuts, vit la rencontre avec l'Afrique en tentant de réduire la différence de l'Afrique. D'un côté, par l'effacement, vous avez ce texte, vous l'avez dans votre documentation, d'un côté, par l'effacement des individualités et des identités collectives, à l'avantage du corps continental qu'elle invente, monstre obscur, innommable et innommé. Ah, ça, c'est la phrase qu'il ajoute entre Ix sunt leones, c'est en latin qui veut dire ici habitent les lions. C'est comme cela qu'on désignait l'Afrique centrale avant que Léopold II ne la parcourt de son armée d'administrateurs coloniaux. Donc Ix sunt leones, ça veut dire que c'est ici que les lions habitent. Voilà comment était défini le centre de l'Afrique. Voilà. Donc, des différences qu'elle se charge de réduire, de d'épaisser et de nommer. De l'autre côté, par l'annulation de la mémoire africaine au profit de sa rhétorique et de son histoire. En fait, c'est comme Moudimbe essaie de dire ici, simplement que la littérature africaine, aujourd'hui francophone, enfin, la littérature moderne d'expression française, n'aurait pas pu exister, n'aurait pas existé s'il n'y avait pas une rencontre entre l'Occident et l'Afrique. Mais malheureusement, l'Occident que l'Afrique a connu, a rencontré, c'est plutôt cet Occident du 19e siècle, complètement en expansion, aussi bien économique que culturelle, etc. Donc la rencontre, je vais dire, c'est le moins qu'on puisse dire, n'a pas été faite dans l'entente et la bonhomie, dans l'échange culturel entre les peuples. Ça a été plutôt d'une violence inouïe,
Je signale également que cette violence a été précédée d'une autre violence, déjà, au XVe, XVIe siècle, qui est aussi un autre type de rencontre, toujours avec l'Afrique, entre l'Occident et l'Afrique, qui est évidemment le problème que vous connaissez, le problème de la traite des êtres humains, donc de l'esclavage. Là aussi, rencontre extrêmement violente, déshumanisante, etc. Et beaucoup d'écrivains reviennent là-dessus, notamment Leonora Miano, dont nous avons parlé, est revenu dans beaucoup de ses textes sur ce genre de passé africain. Nous allons y revenir. Autre parole d'auteur, justement Leonora Miano. Donc, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que nous avons l'Europe d'un côté et l'Afrique de l'autre. L'Europe essaie d'effacer l'Afrique. Et quand on dit effacer, c'est véritablement effacer, ça veut dire vous n'avez pas de civilisation, vous n'avez pas d'histoire, vous n'avez pas de littérature, vous n'avez rien, et nous vous apportons toutes ces lumières. Hein, on sortait d'ailleurs du siècle des Lumières, du XVIIIe siècle, donc nous apportons toutes ces lumières culturelles. Voilà. C'est pour ça qu'il dit tenter de réduire la différence de l'Afrique. Si l'Afrique était différente, eh bien, cette différence ne valait rien. Or, ici, nous avançons dans cette réflexion. Je lis d'abord, en Afrique subsaharienne, la colonisation a mutilé l'identité, redéfini l'espace et les appartenances, contraignant les populations, là aussi, à devoir assimiler de nouveaux modes de vie, et donc à se recréer ce qu'elles font au quotidien. Contrairement à ce qu'on pense, il n'existe nulle part en Afrique de culture demeurée intacte après la colonisation. L'Afrique de notre temps est culturellement hybride. Glissant aurait dit qu'elle s'est créolisée. Nous allons d'ailleurs revenir à Glissant parce que c'est le même problème qui se pose dans son île natale, la Martinique. Mais voilà, donc Leonora Miano a dit cela dans Habiter la frontière, qui est un des livres que j'ai utilisé pour cette constellation. Alors, dernière parole d'auteur pour cette partie de l'identité, mais vous verrez qu'à l'intérieur, je travaille également, que pour la suite, je travaille également avec des paroles d'auteur. Et là, c'est notre ami Samy Tchak, dans La couleur de l'écrivain, qui dit « On entend curieusement des auteurs africains prétendre qu'ils aspirent à l'universel, donc refusent d'être enfermés dans l'idée de littérature nationale, comme si des réalités authentiques de chez eux, l'on ne pouvait rien extraire qui nous dise l'universalité de la condition humaine, comme s'ils pouvaient produire quelque chose d'universel sans un ancrage identitaire. » Ça, c'est toute la problématique de ce qu'on a appelé en France le débat autour de la littérature monde. Nous verrons les écrivains qui sont partisans de cela, ils sont nombreux. Devant eux, Alain Mabankou, qui a d'ailleurs participé avec Michel Lebris à l'écriture, n'est-ce pas, de cette somme l'essai qui a popularisé cette tendance. Pourquoi je donne ces tendances déjà dans les textes comme ça? C'est pour montrer qu'elles tracent trois types de visions identitaires. La première vision identitaire étant celle de la confrontation entre l'Occident et l'Afrique. La deuxième vision identitaire étant celle de dire est-ce qu'il y a moyen, au lieu de se battre, mais de marier ce qui peut aller ensemble, donc une sorte de métissage. Et la troisième tendance, c'est évidemment de dire être africain, ça n'a rien à voir avec la littérature, africain ou quoi, on est écrivain, point. Mon identité première, c'est d'être écrivain, point. Vous avez des écrivains tels que Kang Nialem, le Togolais Kang Nialem, et son compatriote Kossi Efui qui ont proclamé ça très, très ouvertement. Voilà donc les trois tendances que nous allons pouvoir examiner par la suite en matière d'identité. Donc, suivant ce que nous avons dit avant, à partir des paroles d'écrivains,
Dans la première partie, nous allons, je l'ai intitulé l'ère du refus, c'est-à-dire qu'on a toujours parlé à la place des Africains, ils se décident de prendre la parole. Et la première chose qu'ils disent, évidemment, c'est non. Non à tout ce que l'Occident a raconté sur l'Afrique. Voilà, notamment cette fameuse question de civilisation, etc. Et là, l'équipe de choc qu'on a eue dans cette lutte contre cette aliénation ou ce dénigrement de l'Afrique, c'est évidemment l'équipe de la négritude et de tous les descendants de cette négritude. Alors, au deuxième point, c'est tout à fait naturel, évidemment, avec ce que Léonard Amiyama a dit, nous allons parler de l'ère du métissage, ouverture à une altérité décomplexée. Nous allons voir ce qu'elle en dit elle-même. Au troisième point, nous allons parler de l'ère des connexions universelles. Ça, je dois vous avouer que je suis sur un travail de fond sur la littérature africaine. Ceci, tout ce vocabulaire-là, il sort un peu de mon étude. Donc, j'expliquerai ce que j'entends par l'ère de connexion universelle, du réseau communautaire au réseau mondialisé. Et enfin, quelques éléments de conclusion sur la constellation de l'identité. Voilà. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit à propos du discours pendant tout, je veux dire, depuis le 19e siècle jusqu'au 20e siècle dans les années 60, surtout sous la période coloniale, le discours occidental sur l'Afrique a toujours été un discours d'opposition d'abord. Voilà, nous, les Occidentaux, nous sommes comme ceci, vous, les Africains, vous êtes comme cela. Et souvent, dans cette opposition, on constate toujours le plein d'un côté et le vide de l'autre. Le plein d'un côté, c'est-à-dire, nous vous apportons la civilisation. Et à l'époque, n'est-ce pas, nous sortons du siècle des Lumières et nous sortons de la Déclaration des droits de l'homme de la France, en France. Donc on est là dans une civilisation qui se prétend universelle, qui se prétend avoir des valeurs universelles que le monde entier doit tout faire pour récupérer ou bien acquérir. Et dans toute la démarche civilisatrice, j'allais dire, de l'Occident, c'est une démarche de remplacement. Vous avez ceci, nous vous apportons cela. Nous sommes en fait dans une espèce, et je reviendrai sur ce mot, de réciprocité. Pourquoi j'ai dit réciprocité? Parce qu'on remarque que derrière le discours civilisateur envers les Africains, il y a aussi un autre discours qui ne dit pas son nom, mais par exemple le discours économique. Ça veut dire qu'on arrive, bien sûr, avec des intentions tout à fait louables de civilisation, d'apporter la lumière, d'apporter les bienfaits de la modernité, mais en même temps, derrière, il y a toute une machinerie incroyable et éhontée d'exploitation. Ça, on ne l'a pas suffisamment dit. Enfin, j'espère que les Africains le diront encore. Donc, ces deux discours vont de pair. D'un côté, nous vous apportons les lumières, de l'autre côté, nous vous apportons... c'est l'exploitation économique. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'on est dans un discours de réciprocité, mais pas d'équitable, pas un discours équitable, pas d'égalité en fait. Ça veut dire, la communication se fait, mais elle se fait presque à sens unique. Les uns amènent du bienfait aux autres. Pardon? C'est pour ça que moi j'ai des problèmes avec le mot réciprocité. C'est-à-dire qu'on vous amène la civilisation, vous vous donnez, vous minérez. Ça c'est déjà... la réciprocité n'est pas l'égalité, c'est ça le problème. C'est-à-dire que si vous êtes... La réciprocité signifie simplement que vous êtes en relation. Mais est-ce que cette réciprocité est équitable? Ça c'est un autre problème. Pour moi, la réciprocité ici signifie simplement... Ça signifie simplement, je vous donne et vous me donnez.
Quand au fait de dire est-ce que c'est équitable, est-ce que cet échange est équitable ou non, c'est un autre souci. Mais nous sommes là dans un véritable échange. En fait, moi j'entends par réciprocité le mot échange simplement. Il y a un échange, mais cet échange-là, d'abord, il est imposé, donc il est coercitif, et ensuite, il n'est pas équitable. Il n'est pas équitable. La réaction africaine à plusieurs niveaux, bien sûr, sera... On connaîtra même des luttes des libérations en Afrique comme au Cameroun, etc. Mais la réaction principale a été plutôt une réaction d'abord de nature culturelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les Africains se sont sentis agressés dans leurs valeurs et dans ce qu'ils possédaient de plus cher, ça veut dire leur tradition. Et donc, ils ont voulu réagir à cela. Et ça a été plusieurs étapes, mais je ne vais pas y revenir. Vous avez ici les étapes telles que je les imagine, ou telles qu'elles ont existé. Ceux qui ont commencé le premier à réagir contre le dénigrement de l'Africain ou du Noir, ce mouvement est plutôt parti d'abord des États-Unis. C'est pour ça que j'ai mis en tout premier lieu ce monsieur qui s'appelle William Du Bois, qui est un Américain, un Noir américain, très instruit, qui a fait Harvard, etc. Et qui a commencé à écrire le premier sur... Enfin, le premier, il y a Alain Locke qui a commencé ce qu'on appelait la négro-renaissance, n'est-ce pas? Tout ce mouvement qui a commencé à protester contre l'esclavage des Noirs aux États-Unis, la ségrégation raciale aux États-Unis, etc. Ceux-là, ils ont fait partie de ce qu'on appelle le mouvement de la négro-renaissance au début du XXe siècle. Le deuxième, qui peut encore le reconnaître celui-là? C'est Langston Hughes, qui est un poète américain qui est venu à Paris, qui a d'ailleurs influencé énormément les tenants de la négritude. Le troisième, c'est Claude McKay, qui a écrit Banjo, qui a un roman que vous devriez lire, par exemple, sur la situation des Noirs, notamment à Marseille, parce que le roman se passe à Marseille. Donc, Claude McKay a été un peu sur les traces de, si je peux dire, de René Maran. René Maran, c'est juste son voisin, n'est-ce pas? Sur la photo, en tout cas. Et bien, René Maran qui a écrit en 1921 Batouala ou le véritable roman nègre. Vous trouverez ça dans la documentation historique, je crois. Ils l'ont? Voilà. La documentation historique, vous trouverez tout ce que je suis en train de raconter, n'est-ce pas, détaillé en long et en large. Et alors, donc, ces deux sont des romanciers. René Maran est considéré justement comme le premier romancier, si on peut dire, et le premier lauréat d'ailleurs, parce qu'il a eu le prix Goncourt en 1921, le premier écrivain véritablement accepté par les Africains comme un écrivain africain. Il y a eu des gens qui ont écrit sur l'Afrique avant, mais c'était ce qu'on pourrait appeler un regard exotique. Mais là, on a véritablement un Africain, en fait c'est un Martinique, qui prend la parole pour raconter du point de vue des Africains ce qu'ils remarquent dans leur relation avec l'administrateur, enfin le colonisateur. Et alors, en bas, vous avez les trois tenants de la négritude, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, qui est déjà ici en oubli parce qu'il est à l'Académie, là. Et puis alors, vous avez le fameux danseur, Léon Gontran Damas, qui est un très grand poète de la négritude. Vous avez donc là les trois tenants, ceux qui ont amené ce qu'on appelait le mouvement de la négritude, c'est-à-dire cette réaction d'abord intelligente et intellectuelle devant tout le discours tenu par l'Occident depuis, 15e, 16e, 17e, 18e siècle, 19e siècle, sur les Africains. Vous savez, le 18e siècle
a propagé déjà à l'époque, n'est-ce pas, alors que c'est le siècle des Lumières, hein, mais c'était lumière pour les uns, l'obscurité pour les autres, parce qu'elle a proposé déjà l'idée du bon sauvage. Si vous lisez les textes du XVIIIe siècle, vous pouvez lire chez Voltaire, etc. Si vous lisez la littérature du XVIIIe siècle, c'était un peu ça. C'est-à-dire, on a une humanité universelle, mais il y en a qui sont moins hommes que d'autres. Ce discours date d'il y a assez longtemps. Voilà. Si je revenais ici, c'était pour lire la deuxième partie. Ça veut dire réponse des écrivains. Qu'est-ce qu'ils donnent comme réponse à cela, évidemment, à travers la négritude? C'est thème de désaliénation mentale. Et là, je peux donc citer l'exemple de Frantz Fanon. Frantz Fanon, qui est un Martiniquais, qui a d'ailleurs été élève à Aimé Césaire, hein, au lycée Skolcher, ou Skolcher, je ne sais pas comment on prononce ce mot. Eh bien, il a été son étudiant là-bas, mais vous savez qu'il s'est installé en Algérie, qu'au moment où on a commencé la guerre contre l'Algérie, il a carrément choisi de devenir algérien, expulsé d'Algérie. Il est allé prendre une nationalité en Tunisie et il a participé à la guerre d'Algérie. Mais c'était un médecin psychiatre. Donc il a écrit un premier ouvrage très, très intéressant, assez violent quand même, qui est Peau noire, masque blanc. Et je crois que le titre lui-même est tout à fait clair sur ce phénomène. Ça veut dire, en fait, il parle, c'est pour ça que je parle de désaliénation mentale, qu'il y a des Africains qui ont été tellement dépersonnalisés de par la violence coloniale que leur désir éperdu, c'était d'imiter le blanc en tout. Ils pensaient que être blanc, c'était ça, être homme. Qu'en dehors de ça, il n'y avait pas de salut pour l'humanité. Et donc, d'ailleurs, François Fanon en a soigné quelques-uns. Il a même mis des thérapies sur pied pour soigner les Africains aliénés, hein, ceux qui étaient complètement dépersonnalisés. Ça, c'est dans son premier livre, Peau noire, masque blanc. Mais il a écrit un deuxième livre, Les damnés de la terre, qui est, lui, un livre assez controversé, parce que franchement, il appelait les gens non seulement à la révolte, à la rébellion, mais vraiment au meurtre. En disant, ces gens-là ne comprennent pas un autre discours que la violence, parce qu'ils sont tellement violents qu'ils ne comprennent pas un autre discours que la violence. Il faut donc remettre la violence sur la violence. Mais ce texte-là, il l'a écrit vers la fin de sa vie. Je crois qu'il n'en a même pas vu les preuves parce qu'il était en train de mourir d'une leucémie aux États-Unis. Mais le texte est préfacé par Sartre. C'est ça qui est étonnant quand même. Hein. Voilà. Alors, j'ai mis là rapidement, j'ai planté, n'est-ce pas, les précurseurs de la négritude. Et nous passons maintenant aux autres textes. Donc, vous savez que le texte fondamental duquel a été même tiré le mot négritude, c'est Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, qui est le texte, je veux dire, fondamental, une poésie d'une incroyable beauté, d'une puissance extraordinaire qui a inspiré des générations et des générations de poètes africains et même des penseurs africains. Le même Aimé Césaire a écrit également Discours sur le colonialisme, qui est un texte qui mérite d'être lu encore aujourd'hui, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. En matière de pensée, en matière d'articulation même de la pensée, je crois que Césaire est, comme disait justement Romuald Fontois l'autre jour, Césaire c'est un normalien, il a ce discours de normalien qu'on ressent chez Sartre, qu'on ressent chez d'autres, donc d'une puissance, une puissance du verbe extraordinaire. Moi je vous conseille vivement de lire ces thèmes-là si jamais vous vous intéressez à cette période de la négritude en littérature africaine. Alors, bien sûr maintenant, tout le monde s'engouffre dans la brèche de la révalorisation des valeurs du monde noir. Parce que c'est ça la définition de la négritude. Qu'est-ce que la négritude, selon Aimé Césaire? C'est le fait de reconnaître qu'on est noir et qu'on a un destin que
que la nature vous a donné, en Afrique ou ailleurs, mais un destin de noir, et reconnaître que vous avez une culture et être fier de cette culture. Rentrer vers cette culture et l'exploiter pour justement rééquilibrer votre identité. Votre identité a été bafouée, a été piétinée par tout le discours colonial et même post-colonial. Vous revenez aux sources, ça veut dire à vos traditions, à vos valeurs traditionnelles africaines, et vous vous ressourcez par rapport à cela pour rétablir, n'est-ce pas, l'équilibre de votre personnalité. Alors, comme je disais, un tas d'écrivains se lancent évidemment à la recherche de toutes les valeurs africaines qu'ils pouvaient trouver, soit dans la tradition, c'est-à-dire dans le conte, dans les légendes, dans toute la littérature qu'on appelle littérature orale. Littérature orale parce que faut peut-être dire aussi que, mais je ne vais pas m'attarder, sinon si on peut discuter par la suite, parce que le fait de dire que l'Afrique n'avait pas d'écriture est complètement une légende urbaine, ça n'a rien à voir. Il y avait des régions en Afrique qui avaient une écriture, hein, Tombouctou, Botswana, etc. Donc il y avait une écriture. Et en plus, toute l'Afrique de l'Est, il y avait le Swahili qui circulait là déjà depuis le XIIe siècle, et il était écrit soit en écriture arabe, enfin je veux dire en alphabet arabe ou en alphabet latin, puisque les Portugais étaient passés par là. Donc c'est complètement inexact de dire que l'Afrique n'avait pas d'écriture comme telle. Et alors, quels sont les livres qui vont vers cette reconnaissance des valeurs du monde noir? Vous avez Crépuscule des temps anciens, qui a été publié en 1961 du Burkinabé Naziboni, qui raconte, si vous voulez, pendant 3 siècles, l'histoire du Boamou. Le Boamou, c'est la région d'origine de Naziboni, au Burkina Faso. Enfin, à l'époque, ça s'appelait Haute-Volta. Et alors, notre ami Naziboni raconte pendant 3 siècles la vie du Boamou, donc de cette région d'où il est venu, avant l'arrivée, enfin jusqu'à l'arrivée de la colonisation, jusqu'à l'arrivée blanche. Donc on retrouve, si vous voulez, c'est pour ça qu'il dit crépuscule des temps anciens. Crépuscule, parce qu'évidemment, ces temps anciens se sont évanouis avec l'arrivée, hein, de la colonisation. Alors vous avez le Guinéen Djibril Tamsir Niang avec plutôt Soundiata, l'épopée mandingue, qui raconte l'histoire du fondateur de l'Empire du Mali. Hein, nous sommes à 12e, 13e siècle. C'est une légende qu'on raconte encore aujourd'hui dans toute l'Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas? Le fondateur de l'Empire du Mali, à un moment donné, occupait une partie de la Côte d'Ivoire, la Guinée bien sûr, le Mali lui-même, le Niger, etc. C'était un énorme empire, n'est-ce pas, dans l'Afrique de l'Ouest. Et alors la légende est restée très vivace dans la région, Soundiata, l'épopée mandingue. Même un texte relativement récent comme Monnaie, outrage et défi, vous savez, ce texte de Amadou Kourma, qui pendant presque 20 ans s'étudie depuis le soleil des indépendances. Et tout d'un coup, pouf, il recommence à écrire et il écrit ça. Monnaie, outrage et défi, en 1990. Moi j'ai dit qu'il peut relever des romans mémoriels. Qu'est-ce que j'entends par roman mémoriel? Eh bien, ce sont ces romans qui retournent justement à l'exploitation de l'histoire. Là, il raconte, évidemment, c'est assez cocasse ce texte, parce que vous le lirez avec plaisir, parce qu'on voit là un roi Djigui qui veut résister devant le colonisateur. On lui dit que le commandant Faidherbe, je crois, un Français, arrive avec son armée moderne, modernisée, avec des fusils, enfin, les fusils modernes. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça qui... Enfin, Amadou Kourma est quand même quelqu'un d'assez subtil. Et subtil, il va trouver d'abord les marabouts, évidemment. Donc, nous sommes dans la tradition, là. Il va trouver les marabouts pour les implorer d'arrêter cette guerre. Et pour le reste, les saguets, les flèches et tout ça. Bref, tout ce qui ne peut rien contre
une arme à feu, quoi. Et donc, il est vaincu de manière absolument complète. Et tout le reste du récit, n'est-ce pas, raconte un peu, jusqu'à la fin de la colonisation, comment cet homme a été complètement subjugué par l'administrateur colonial, les territoriaux français, etc. On l'a trompé dans tous les sens, roulé dans la farine avec des mensonges qu'on allait développer ceci, etc. Donc là, derrière ça, il y a cette intelligence d'Amadou Kourouma pour justement parler, revenir à la réciprocité dont je parlais tout à l'heure, donc à l'échange. L'échange est complètement déséquilibré, en fait. Et pourtant, ce livre, il est sorti en 1990. Ce qui est intéressant, c'est de voir justement, quand on aborde la littérature africaine selon cette méthode que je vous présente maintenant, qu'on peut comme ça faire switcher des textes qui sont très éloignés dans le temps, mais qui reviennent sur les mêmes problématiques, parfois avec un œil différent. C'est ça qui est intéressant. La manière dont tu élabores une histoire ancienne, je peux citer encore Jean Malonga, qui est un Congolais de Brazzaville, qui a aussi écrit des textes dans l'ancien temps, précédant la colonisation, etc. Et donc on peut voir là comment ces gens abordent le problème de l'identité, le problème des valeurs du monde noir, et chez Amadou Kourouma, il y a une espèce de, je ne dirais pas d'ironie, mais de méfiance. Enfin, c'est comme s'il jugeait ce roi Djigu en lui disant, enfin, ce n'est quand même pas des moyens à utiliser comme ça devant les... Alors que les autres sont dans l'admiration complète. Crépuscule des temps anciens sont dans l'admiration des valeurs. Lui, il est un peu plus critique quand même, et il fait la part des choses, Amadou Kourouma. Alors, en conclusion de cette partie, je pourrais dire avec Patrick Ilboudo, qui est un Burkinabé, qui est un écrivain lui-même et un chercheur, il dit « Les écrivains tiennent lieu de mémoire collective. Ils constituent cette bibliothèque de la culture qui conserve le patrimoine. » Donc, beaucoup d'écrivains se sont engagés dans cette œuvre patrimoniale où il fallait sauvegarder les valeurs africaines avant qu'elles ne disparaissent. Alors, d'autres écrivains, surtout en 50-54, je peux dire que dans les années 50, c'est vraiment l'âge du roman. Si on peut dire que les années 40, c'était l'âge de la poésie, hein, la négritude, la plupart du temps, Aimé Césaire, Senghor et Léon Gontran Damas, ce sont des poètes. Alors que dans les années 50, c'est plutôt le roman qui domine. Et là, vous avez ce fameux roman de Bomba. Ça veut dire on a été agressé, et bien on répond également par l'agression et la révolte. Et ça, c'est souvent Mongobeti et Ferdinand Oyono, les Camerounais, qui ont écrit des textes de violence en retour de la violence première. Mais avec quand même aussi beaucoup d'humour et beaucoup d'ironie là-dedans. Si j'ai dit Mongobeti, vous pouvez lire le pauvre Christ de Bomba. Pour ceux qui ont été à la conférence de Romuald Foncois, il a un peu évoqué ce texte avec justement cette supercherie de ces filles qu'on prétend élever chrétiennement et puis qu'on envoie en prostitution ailleurs. Donc, et tout ça s'organise derrière le couvent des sœurs et des frères et tout. Donc voilà. Ça, c'est le pauvre Kiss de Bomba. Mais Ferdinand Oyono, par exemple, si vous prenez Le Vieux Nègre et la médaille, où il raconte comment un vieux nègre, qui a pourtant été décoré d'une médaille de mérite civique sous la colonie, puis après, bon, il est complètement traîné dans la boue, ridiculisé, parce que les mêmes administrateurs coloniaux qui venaient de les décorer ne le reconnaissaient plus quand il est sorti de la salle, le considéraient comme un nègre parmi les autres, et donc ils se sont complètement loupés, n'est-ce pas, en l'humiliant. Mais il y a beaucoup d'ironie là-dedans, beaucoup d'ironie et d'humour. Toujours dans cette veine traditionnelle, en 1977 paraît le livre du Malien Sédou Badian, qui est La vengeance du masque Komu, profané par un blanc. Ça, c'est une histoire complètement déjantée à l'africaine comme ça, donc une histoire de sorcellerie
Donc voilà, un blanc dans un village, il envoie un serviteur à lui aller lui voler un masque. Les masques s'appellent une tomo. C'est pas un como, mais c'est une tomo plutôt. Donc c'est une petite erreur de ma part. Et ce masque est justement un des masques rituels pour l'initiation en Afrique. Et alors, évidemment, le blanc il s'appelle Bernier, ce blanc qui a volé ce masque, est complètement tourmenté la nuit, il n'arrive pas à dormir, évidemment, parce qu'il est assailli par tous les esprits africains qui viennent troubler son sommeil. Il s'en va se cacher à Marseille, mais les esprits le poursuivent jusqu'à Marseille. Il en est réduit à se suicider. Il en est réduit à se suicider. Et finalement, le masque retourne quand même en Afrique et la paix revient. Évidemment, il faut lire ça comme une parabole, évidemment. Hein. Quand vous profanez les valeurs africaines, il faut vous attendre en retour à une réaction. C'est cela. Voilà. Et donc, ce que je disais, toujours dans la veine de la récupération des valeurs africaines, nous avons deux textes très proches, enfin deux textes, il y a même plusieurs, de Clémentine Faye Nzuji, qui est une Belge d'origine congolaise qui habite à Louvain et qui a enseigné longtemps à l'université de Louvain et qui a écrit deux très beaux livres. Tu les leur diras, le récit véridique d'une famille congolaise plongée au cœur de l'histoire, hein, c'est assez clair. Et ensuite Anya. Anya qui est un très très beau roman, qui est un roman de ressourcement justement. Voilà une jeune femme très moderne, habitant l'Europe, le centre, n'est-ce pas, de l'Europe, puisque c'est la capitale européenne. Et puis qui tout d'un coup se sent déstabilisée parce qu'elle n'arrive plus à retrouver ses ressources africaines. Ses sources africaines sont perdues. Elle a l'impression qu'elle est aliénée, justement, qu'elle a perdu sa culture. Et donc elle fait un très long voyage, c'est un roman initiatique en fait. Elle fait un très long voyage dans son village natal au Kasaï, en Afrique, au centre du Congo, pour aller rencontrer ses parents, ses oncles, enfin je veux dire sa parentèle en général, et évidemment de cet échange incroyablement merveilleux avec le patriarche de la famille qui est là-bas au Kasaï, la femme est complètement apaisée dans sa situation et de femme et d'africaine, même si elle vit à l'étranger, et donc elle rentre rassérénée, si je peux dire, en Belgique. Elle avait elle-même à éduquer sa fille, n'est-ce pas, mais elle ne savait pas par quel bout, n'est-ce pas, prendre cette éducation, et donc c'est une des raisons de ce ressourcement. C'est un très très beau roman, donc publié ici en Belgique. Hein, donc vous n'avez pas de prétexte à ne pas le lire. Et alors vous avez la béninoise Dominique Aguessi aussi, qui continue tout un travail aussi bien poétique que de ressourcement aussi, en publiant des contes, par exemple, l'Oracle du Hibou 2004, ça c'est au moins celui que j'ai lu et qui est aussi un livre très très beau de contes africains. Voilà. Ceci, c'est une conclusion à tout ce que nous venons de dire en fait. Et ça c'est la révolte de Nimrod justement dans la Nouvelle Chose française. Oh, la Nouvelle Chose française n'a pas été publiée il n'y a pas longtemps, je crois que c'est en 2010 ce texte. Mais on voit bien que toutes ces thématiques que nous venons d'évoquer depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui est encore d'actualité. Parce qu'il dit ceci, justement, à propos de la longue tradition du racisme anti-noir développé patiemment par l'Occident. Que reproche-t-on à l'Africain? D'être nègre. Qu'il soit nègre est insupportable. Qu'il soit nègre ou blanc, ça l'est encore plus. Depuis Hérodote, et là nous sommes dans l'Antiquité, hein, en passant par les juristes et théologiens qui, pour justifier la traite atlantique, ont rédigé le Code noir. Ça c'est un livre qui est souvent remis sur la table en France, hein, beaucoup plus qu'ici. Vous savez, toute cette problématique en France d'être dédommagés, surtout les gens des îles, des Caraïbes, qui veulent être dédommagés par tous ces siècles d'esclavage et de souffrances qu'ils ont subies, c'est une problématique assez cruelle, enfin très, très actuelle en France. On évoque souvent ce fameux Code noir. L'Occident a fait de la couleur de notre peau le comble de l'abomination. Nous n'avons pas notre place dans l'humanité, sinon celle d'esclaves, être meuble à mi-chemin du monde animal et de celui des pantins.
on voit vraiment la colère, une colère incroyable derrière ces paroles. Je ne vais pas les commenter puisqu'elles sont très claires. Mais c'est dans le prolongement d'une ambiance qu'il y a en France ces derniers temps. Par exemple, les polémiques récentes autour de Christiane Taubira. Je ne sais pas si vous avez suivi ces polémiques en France, qui a remis de nouveau sur le tapis ce problème. Christiane Taubira a été attaquée d'une manière éhontée, absolument insupportable, par toute une campagne faite par la droite notamment et par beaucoup d'intellectuels en France aussi, parce qu'ils attaquaient ça. Je lui dis que son poste de ministre, qu'elle n'était pas une bonne ministre de la Justice, d'accord, mais on l'a traînée dans la boue parce qu'elle est africaine, parce qu'elle n'est pas ceci, etc. Ça a été trop loin. Cécile Kyenge, qui a été ministre en Italie, peut-être que vous avez entendu parler de cette affaire aussi, ça a été quelque chose d'énorme également, au point que les ministres européens, femmes, ont fait un voyage jusqu'en Italie pour aller la soutenir. Hein. C'est vous dire à quel point cette histoire a été incroyable. Donc, toutes ces problématiques, justement, c'est pour dire que la question du racisme n'a jamais été réglée. Hein. C'est une illusion que de croire que la négritude a réglé cette question, ça n'a jamais été réglé. Autre polémique surgissant à propos de la négritude, c'est quand même, il ne faut pas mettre ça sous le boisseau, c'est le point de vue de l'écrivain nigérian, prix Nobel de la littérature, le premier prix Nobel qu'on a eu en Afrique noire, de littérature, donc nigérian, qui a dit « Le tigre ne proclame pas sa tigritude, il saute sur sa proie et la dévore. » Donc simplement pour dire qu'il reprochait un peu aux intellectuels francophones d'être dans un discours autotélique, enfin comment est-ce que je dirais ça simplement, un discours répétitif, mais qui ne débouche pas sur l'action. Oui, oh, nous sommes noirs, nous sommes beaux, nous sommes intelligents, mais ce n'est pas ça qu'on attend de vous. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans la société pour avancer, pour faire avancer vos sociétés, etc. C'est aussi ça, ce côté-là. Donc quand il dit qu'il faut arrêter avec ce discours répétitif comme ça, des plaintes sur votre sort, il faut agir. Sauter sur votre proie et la dévorer si vous êtes capable. Alors je termine, n'est-ce pas, sur ces clés de lecture des théories postcoloniales. Je reviendrai quand on va recommencer. Vous savez, depuis les années 60, surtout depuis que ce monsieur écrit Edward Said, qui est considéré comme un précurseur. Edward Said est un Américain d'origine palestinienne qui a travaillé longtemps à l'université de Columbia, je crois, où il a été considéré comme un très très grand écrivain. Il est écrivain d'ailleurs, mais un très grand professeur. Il a publié notamment ce fameux livre L'Orient inventé par l'Occident, n'est-ce pas, dans lequel il amorce ces théories postcoloniales qui résident en quoi brièvement, qui étudient la relation entre l'Occident et l'Afrique et la manière d'en sortir pour toutes les deux parties, je veux dire, de manière honorable. Donc, ce qu'il utilise, c'est par rapport, donc là, par exemple, l'Afrique par rapport à l'Occident, il peut y avoir un phénomène d'appropriation ou d'abrogation, de mimétisme, rappelez-vous peau noire, masque blanc, de mimétisme ou de résistance, hein, rappelez-vous les Camerounais avec leur guerre, soumission ou défi, et tout ça constitue, si vous voulez, les traits principaux de la théorie qu'on appelle postcoloniale. Hein, c'est énorme, je ne vais pas m'étendre dessus, on pourra en discuter plus tard. Voilà, Régé ou Greff, etc. Mais au-delà se profile l'interdépendance des cultures et des peuples. Je crois que c'est vers là qu'on va. Ça veut dire, on guérit le blanc dans son racisme, on guérit le noir dans sa soumission et dans son racisme aussi, quelque part, et on en arrive en fait à une notion, et c'est ça qui va introduire la deuxième partie, l'interdépendance des cultures.
Nous passons à la deuxième partie, qui est l'ère du métissage. Donc souvenez-vous de cette deuxième parole d'auteur où Léonore Abiano nous disait que l'arrivée, on va dire brutale, pour le moins brutale, de l'Occident en Afrique a transformé beaucoup de choses, et notamment touché à l'essentiel de la culture africaine. Et donc, elle finit par conclure que aujourd'hui, nulle part en Afrique où vous irez, vous n'allez pas trouver comme ça une culture qui est restée pure et qui n'a pas été influencée par l'Occident ou par l'extérieur. En tout cas, on a ce fameux vieux rêve, n'est-ce pas, de l'âge d'or. Hein. L'âge d'or africain, d'ailleurs, il y a des écrivains comme Yambo Legem qui ont dit, bon, enfin, c'était un mythe, l'âge d'or africain n'a jamais existé. Hein. Ça a été, depuis le XIIe siècle, des violences sans fin, comme dans l'empire du Mandé, l'empire mandingue dont je vous parlais avec Sundiata, etc. Si vous lisez Devoir de violence du Malien Yambo Wologem, que vous trouverez sans doute dans la partie historique de votre documentation, eh bien, lui, par exemple, ne croit pas à ce fameux âge d'or qu'on a diffusé, par exemple, du temps de la négritude. Toujours est-il que nous avons parcouru la première tendance, si vous voulez, la première version identitaire qui est venue de la rencontre entre l'Occident et l'Afrique. Ici, nous avons une deuxième tendance qui est... Parce que quand j'ai dit une deuxième tendance, je me suis rendu compte, en fait, puisque par la suite, moi, il y a évidemment Léonora Mianou, n'est-ce pas, qui dit ici, hein, c'est sa fameuse parole, en Afrique subsaharienne, la colonisation a mutilé l'identité, redéfini l'espace et les appartenances, contraignant les populations là aussi à devoir assimiler de nouveaux modes de vie. Et donc à se recréer, c'est ça le mot le plus important, à se recréer. Voilà. Et elle ajoute, ce qu'elle fait bien d'ailleurs, c'est qu'elles font, hein, ces populations, au quotidien. Donc elles se recréent. Alors, si nous reculons et que nous arrivons là, nous allons voir que ce point de vue avait déjà été émis, j'allais presque dire, 30 ans auparavant, par un écrivain qui a été complètement décrié à cause d'une malheureuse phrase. Cet écrivain-là, c'est Léopold Sédar Senghor, hein, vous savez, le poète sénégalais, président de la République, grammairien célèbre, entré à l'Académie française avec pompe. Voilà. Il a osé dire un jour que l'émotion est nègre et la raison est hellène. Dans l'entendement de beaucoup qui ont entendu, ceux qui ont reçu cette phrase, ça voulait dire que bon, les nègres, eux, ils servent qu'à danser, à réagir dans l'émotion. Ils n'ont pas une structuration de pensée, ils n'ont pas une structuration de la raison. C'est ce qu'on a appelé pendant très longtemps la pensée prélogique. Si vous lisez Lévi-Brühl, qui est un chercheur allemand, eh ben, il a écrit justement un livre qui s'appelle La pensée prélogique, disant que les peuples primitifs, si ça choque certains, il faut mettre de gros guillemets, les peuples primitifs n'ont pas encore accédé au niveau d'articulation de pensée. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la raison, la structure de la raison. Vous savez comment, n'est-ce pas, ça marche avec la dialectique de la raison, le débat, n'est-ce pas? Non, là on a ce qu'on appelle la logique de juxtaposition. La pensée prélogique, c'est la juxtaposition des choses. Il n'y a pas de contradiction et qui amène à une conclusion. C'est juste juxtaposer les réalités, l'accumulation des réalités. C'était qui le... Lévi-Brühl. Lévi-Brühl.
si vous tapez sur Internet, comme nous sommes tous hyper connectés aujourd'hui, donc tout de suite vous retombez là-dessus. Et bien voilà, donc ça ce sont les gens qui ont développé cette espèce de raisonnement. Et Senghor aurait dit, n'est-ce pas, il l'a dit cette phrase, mais il s'est expliqué par la suite en disant non, son problème c'était que nous étions beaucoup plus, nous étions dans la solidarité, dans le partage, etc. Alors que les autres, conduits par, quand on dit la raison est hellène, quand on dit que la raison est hellène, ça veut dire qu'elle est grecque d'abord. Ce qui est important ici, c'est le fait que Senghor a dit autre chose en disant notre vocation de coloniser et de surmonter les contradictions de la conjoncture, l'antinomie artificiellement dressée entre l'Afrique et l'Europe, artificiellement c'est le mot, notre hérédité et notre éducation. Notre hérédité, ça veut dire bon, la pensée africaine, et notre éducation, ça veut dire l'école des Blancs. Voilà. C'est de la greffe de celle-ci sur celle-là que doit naître notre liberté. Saveur du fruit de la greffe qui n'est pas la somme des éléments composants. Supériorité parce que liberté du métis qui choisit où il veut, ce qu'il veut pour faire des éléments réconciliés une œuvre exquise et forte. 1964. Là encore, quand j'ai dit 1964, en fait, il a écrit avant, mais là c'est la référence que moi j'ai prise dans une somme qu'il a publiée. Là, on peut encore dire que Senghor a parlé un peu trop en avance, parce qu'il s'est fait de nouveau attaquer comme un malade, parce qu'on lui a dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette affaire que nous allons partager les valeurs blanches comme ça, etc. Donc, la négritude à ce moment-là était assez violente. Donc, on lui a même reproché ceci. Mais regardez ce que dit Leonora Miano beaucoup plus tard. Elle fait d'abord ce constat en disant il n'existe nulle part en Afrique des cultures demeurées intactes après la colonisation. L'Afrique de notre temps est culturellement hybride. Hybride, ça voilà un mot important. Et Glissant aurait dit qu'elle s'est créolisée. Vous savez, j'ai ici quelque chose que Glissant a dit. Je voudrais le citer pour ne pas déformer sa pensée. Les identités fixes deviennent préjudiciables à la sensibilité de l'homme contemporain engagé dans un monde chaos et vivant dans des sociétés créolisées. L'identité relation ou l'identité rhizome, ça ce sont des mots savants, mais enfin on passe dessus, comme l'appelait Gilles Deleuze, semble plus adapté à la situation. C'est difficile à admettre, cela nous remplit de crainte de remettre en cause l'unité de notre identité. Le noyau dur et sans faille de notre personne, une identité refermée sur elle-même, craignant l'étrangeté, associée à une langue, à une nation, à une religion, parfois même à une ethnie, une race, une tribu, un clan, une entité bien définie à laquelle on s'identifie. Mais nous devons changer notre point de vue sur les identités, comme sur notre relation à l'autre. Ça, c'est Glissant il n'y a pas très longtemps. C'est d'ailleurs une théorie dans laquelle se sont engouffrés de nouveau. Chamoiseau a dit la même chose. Chamoiseau, c'est aussi un écrivain des Antilles, donc des Caraïbes. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Glissant aurait dit qu'elle s'est colonisée. Ça, c'est Léonard là qui dit, et bien sûr, elle a lu Glissant. Hein. Donc, elle a été voir. Alors, voilà ce qu'elle dit elle-même, pour elle-même maintenant. Je suis depuis toujours une afro-occidentale parfaitement assumée, refusant de choisir entre ma part africaine et ma part occidentale. Et ça, c'est dans Habiter la frontière, son livre récent. Là, ça nous fait déjà réfléchir parce que, en fait, nous sommes partis d'une situation de combat et de contradiction. On en arrive ici à une situation un peu plus apaisée. C'est comme s'il y avait une maturité supplémentaire chez les écrivains en disant que ça ne sert à rien de nier la vérité. Et la vérité, c'est laquelle? C'est le fait
il n'existe nulle part en Afrique des cultures demeurées intactes après la colonisation. Donc voilà, ça c'est la réalité. Donc il faut en prendre compte et l'assumer. Alors, un autre écrivain bien connu, Alain Mabankou, n'est-ce pas, dans Les sanglots de l'homme noir, un livre qu'il a écrit, je crois, en 2000, il y a 4 ans, je crois, environ il y a 4 ans. Mabankou dit ceci: je suis né au Congo-Brazzaville, j'ai étudié en France, j'enseigne désormais en Californie. Je suis noir, muni d'un passeport français et d'une carte verte, non, aux États-Unis. Qui suis-je? Belle question. J'aurais bien du mal à le dire. En fait, qu'est-ce qui s'est passé entre la période de la négritude et cette période ici? C'est ça qui est intéressant à savoir, que les écrivains se rendent, les intellectuels se rendent de plus en plus compte qu'il est difficile de s'enfermer dans une identité toujours différentielle. Toujours dire, vous êtes blanc, moi je suis noir. Vous êtes A, moi je suis B. Et dire, en fait, la conséquence, ou un des risques d'une telle attitude, c'est de vous enfermer dans une identité poussée à bout, elle devient une espèce d'intégrisme. Autrement dit, lorsque quelqu'un a plusieurs connexions sociales, qu'il rencontre des gens, nous tous ici, nous sommes un corps social avec plusieurs connexions. Si je suis à l'école, j'ai des connexions. Si je suis chez moi à la maison, j'ai des connexions. Si je suis dans un club, que ce soit un club de sport ou autre, des lectures, j'ai des connexions. Si je voyage, j'ai des connexions. Et finalement, ces connexions nous rapprochent plus, si vous voulez, de l'humanité que de notre identité fermée sur elle-même. Autrement dit, l'identité, c'est marcher vers les autres. On va le voir d'ailleurs ici. L'identité, c'est marcher, rencontrer les autres, créer ces réseaux, plutôt que de s'enfermer dans une identité unique. Dès qu'on la touche, vous devenez farouchement opposé, et alors ça dégénère. D'ailleurs, je n'ai même pas beaucoup d'exemples à donner, vous connaissez la situation actuelle. Donc quand on s'est bien enfermé dans une identité, on devient hypersensible, parce qu'on ne se justifie pas autrement que par cette identité-là. Et si on la touche, c'est comme si on vous touchait à votre être entier. Je continue, ça va s'éclaircir. Alors là, je disais écrivain et hybridité, donc mélange. Hybridité et échec. Dans la littérature africaine, on a connu ces tentatives de rencontrer l'autre, d'aller vers l'autre, de multiplier les connexions. Mais vous avez plein de livres, par exemple, qui montrent l'échec de cette entreprise-là. Un des livres les plus connus, Samba Diallo, mais j'y reviendrai. Je vais d'abord parler des autres. Si vous lisez les livres de Mianou, vous lisez les livres de Fatou Diom, Mianou, on va y revenir, parce que j'ai des citations de ces livres, Le contour du jour qui vient. Ça, c'est un livre magnifique. Alors Fatou Diom, ça, c'est connu pour le problème de la relation Afrique-Europe. Tout le monde l'a déjà entendu là-dessus. Donc, ou encore de Kadi Anne, je crois, qui est une Malienne, qui a écrit un livre que vous trouverez d'ailleurs mentionné dans votre documentation, où elle parle justement de la misère d'une femme qui essaye de quitter sa cellule musulmane, si je peux dire, et qui s'ouvre à l'extérieur, qui va se marier à un blanc, je crois, etc. Et finalement, elle est abandonnée de tout le monde. Et tout le monde la trouve comme un renégat parce qu'elle n'est attachée à rien. Les musulmans ne la reconnaissent pas et les blancs d'un côté de l'autre côté ne la reconnaissent pas. Elle erre un peu comme une âme en peine entre plusieurs connexions comme ça. Donc là nous avons l'exemple d'un échec.
Alors, Métis Palissade d'Eugène Godet, ça c'est un livre qui m'a beaucoup fait rigoler parce qu'il raconte l'histoire d'un jeune homme qui a des parents, allez, on va dire mixtes. Donc, le père est africain et la mère est blanche et ça ne se passe pas très bien entre les deux. Alors souvent, les parents se rabattent sur les enfants pour les mettre de leur côté, soit du côté blanc, du côté... Les enfants sont métis, évidemment. Donc tout ça est bien planté comme situation pour montrer que lorsque ça ne réussit pas et que ça casse, c'est souvent les enfants qui payent un très grand prix. Donc elle a écrit Bamako Climax où elle raconte justement aussi un problème réel. Comme par hasard, c'est toujours des couples. Donc, un Africain d'origine martiniquaise qui tombe sur ce qu'on appelle une afropéenne. Afropéenne voulant dire que c'est une Africaine d'Occident. Hein, donc, là, on a déjà un mot très composé qui montre la culture métissée, hein, afropéenne, puisque péenne vient de européen. Alors voilà, donc là aussi, les deux, l'affaire ne marche pas. Hein. Voilà. Vous avez les chercheurs d'Afrique, le grand écrivain Henri Lopez, n'est-ce pas, de Congo-Brazzaville, lui-même métis, qui met en scène un jeune homme qui est à la recherche de son père, parce que moi j'ai dit un jour à la radio justement que le père d'Henri Lopez risquait fort d'être un Belge. Parce qu'en fait, Henri Lopez est né au Congo, à Kinshasa, Congo-Kinshasa. Sa mère avait vécu avec un blanc à un moment donné, donc il est venu de là. Et puis ils ont émigré avec sa famille au Congo-Brazzaville. Donc il y a de forts soupçons que son père soit belge. Et donc, en tout état de cause, il est parti, donc le héros de ce texte va en France et va avec condition, le confier par sa mère d'ailleurs, d'aller rechercher son père. Et un jour, il assiste à la conférence d'un certain monsieur Leclerc, qui, et lui, par ses recoupements, il trouve que c'est son père. Évidemment, ce père ne le connaît pas, enfin, ne reconnaît pas cette paternité. Et alors, le texte a un moment incroyable où on voit ce jeune homme s'avancer vers ce monsieur et sa femme, lui dire bonjour papa, bonjour maman, je voulais vous reconnaître, voilà, je vous ai connu, et puis il part. Évidemment, ça fait des troubles derrière lui avec cette affaire. Voilà, donc là, de nouveau, nous avons toujours cette mise en scène de la rencontre et avec différentes variétés, différents avatars, si je puis dire. Bon, je ne vais pas revenir sur ces gens que j'ai déjà évoqués, Karim. Ça, c'est justement toujours ces rencontres, soit interraciales, soit interconfessionnelles. Par exemple, dans Karim d'Ousmane Sossé, qui est un Sénégalais, bon, un livre quand même qui date déjà de 1935, je crois. On parle déjà là vous savez, bon, au Sénégal, la religion majeure, c'est l'islam. Mais lui, le Karim en question, il rencontre parce qu'il est révolté contre sa famille, ou bien il s'en va, il quitte son village, il va à Dakar, il rencontre Marine Ndiaye. Ça, c'est quand même un nom extraordinaire, parce que Marine Ndiaye, aujourd'hui, se retrouve être une écrivaine afropéenne aussi, c'est-à-dire métisse. Et donc, c'est assez curieux dans ce livre, Karim, il rencontre Marine Ndiaye, mais la différence n'est pas raciale, la différence est confessionnelle. Marine Ndiaye, comme le nom l'indique, hein, est une chrétienne, une catholique, je crois, et lui, il est musulman, et là, pour le coup, ça ne marche pas entre les deux, parce qu'ils sont de religions différentes. Comme quoi, c'est toujours la différence, ou la non-reconnaissance de la différence, qui fait que, hein, quelle qu'elle soit, les problèmes peuvent subvenir. Voilà. Alors, je n'ai pas le temps de parler de Madi Diallo, mais il y a une chronique sur le site, je crois que j'ai faite moi-même, avec Kouti, Mémoire de sang. Si vous allez sur le site, vous allez trouver cette chronique qui raconte l'histoire
d'une fille qui commence à se venger parce que ses parents ont été massacrés parce que les Touaregs trouvaient que, Touaregs blancs, trouvaient que, vous voyez, là nous sommes maintenant à l'intérieur de l'Afrique, ça n'a plus rien à voir avec l'Occident, mais les Touaregs blancs trouvaient que la mère, qui est aussi une Touareg blanche, avait commis un sacrilège en allant épouser un nègre, un Africain noir. Et donc la famille a été massacrée un jour. C'est un roman très dur, mais quand même qui plante une situation réelle. Alors je vous l'ai dit que je reviendrai au cas de Samba Diallo parce que ce cas, c'est celui, si vous voulez, qui intellectualise tout le reste. Samba Diallo, c'est le héros d'un livre de Cheikh Hamidou Kane intitulé « L'aventure ambiguë ». Et c'est tout à fait clair dans le titre lui-même pour dire où en est l'Afrique. Où en est l'Afrique? L'Afrique avait ses valeurs traditionnelles. Dans ce livre, il y a le héros qui s'appelle Samba Diallo, qui est un jeune garçon hyper intelligent, que son père, qui est un chef traditionnel, a mis à l'école coranique en disant il doit garder nos valeurs à nous. La grande royale, qui est la sœur de son père, dit à son père laisse-le aller chez ceux qui savent vaincre sans avoir raison. Ça veut dire que la civilisation occidentale est plutôt fondée sur l'efficacité, pas nécessairement sur la raison. Donc, quand je dis raison, ici, ça signifie avoir raison, pas raison, réflexion. Donc, voilà, eux, c'est l'efficacité, ils vont partout, ils piétinent tout, ils prennent tout, etc. Du moment qu'ils ont leur grosse machine pour écraser le monde entier, voilà. Donc, nous devons reconnaître cette femme de Dialobé, n'est-ce pas? Elle a d'ailleurs parlé à son peuple, en leur disant, femme de Dialobé, nous devons laisser nos enfants aller à l'école des Blancs. Parce que là, ils vont avoir l'efficacité. Quand ils l'auront, et avec notre intelligence et notre spiritualité à nous, nous serons vainqueurs. Nous serons forts à ce moment-là. Mais pour le moment, reconnaissons que nous avons été vaincus. Et allons chercher chez eux ce qui a fait qu'ils ont gagné. Voilà. Et ce fameux Samba Diallo, évidemment, je vous ai mis là notre ami Cheikh Hamidou Kane. Hein, c'est pas Samba Diallo, mais c'est Cheikh Hamidou Kane, celui-là, avec le livre L'aventure ambiguë. Et donc Samba Diallo va aller en Occident. Et qu'est-ce qu'il va étudier? Il va étudier la philosophie, parce que c'est là, évidemment, qu'il y a le secret des Blancs. La réflexion, la raison était là. Donc voilà, c'est là qu'elle dort. Et donc, lorsqu'il revient en Afrique, un fou se présente à lui. C'est toujours incroyable que dans les livres africains, le fou est celui qui a raison. C'est lui qui rétablit la justice. C'est autant dire que c'est un monde qui marche à l'envers, et le fou le remet un peu à l'endroit. Un fou s'avance vers lui en disant, mais quand tu étais jeune, tu étais formidable, tu priais comme je n'ai jamais vu quelqu'un. Maître Tierno est mort, est-ce que tu peux prendre sa place? Et lui dit, mais non, moi je ne sais plus prier, vous savez vos histoires. Et voilà, le fou le tue. Donc l'aventure ambiguë se termine quand même de manière ambiguë. Parce que, au fond, quelle est la solution? Voilà quelqu'un qui a eu des valeurs occidentales, des valeurs africaines, très profondément ancrées, qui est allé rencontrer des valeurs blanches, très profondément ancrées. À un moment donné, lui-même dit, je ne suis pas un pays de Dialobé distinct face à un Occident distinct et appréciant d'une tête froide ce que je peux lui prendre et ce qu'il faut que je lui laisse en contrepartie. Je suis devenu les deux. Pourquoi je place cette citation ici? Parce qu'elle ressemble étrangement à ce que les autres disent, à ce que Senghor a dit, à ce que Miano a dit, mais en même temps avec une tonalité différente. Parce que lui, il dit, je suis devenu les deux, il n'y a pas une tête lucide entre deux termes d'un choix. Il y a une nature étrange, en détresse, de ne pas être deux. Je trouve que c'est exprimé avec une subtilité remarquable. Remarquable. La détresse ici devient, au-delà du cas de Samba Diallo, une détresse humaine. On n'est plus dans le cas des Noirs-Blancs, on est dans le cas de l'humanité. C'est un choix existentiel, c'est ça qui est intéressant dans ce livre. L'ère des connexions universelles. Je parlais déjà des connexions un petit peu avant, donc on ne sait pas.
Et ici, c'est à travers une polémique. Et cette fameuse polémique, n'est-ce pas, c'est celle, je vous l'ai dit avant, de la littérature monde. Dans la couleur de l'écrivain, voilà ce que Samy Tchak dit. On entend curieusement des auteurs africains prétendre qu'ils aspirent à l'universel, donc refusent d'être enfermés dans l'idée de littérature nationale, comme si des réalités authentiques de chez eux, l'on ne pouvait rien extraire qui nous dise l'universalité de la condition humaine, comme s'ils pouvaient produire quelque chose d'universel sans un ancrage identitaire. Ça, c'est quand même une réflexion que je trouve très, très complexe. Donc, le point de vue, en fait, de Samy Tchak, c'est de dire, pour se prétendre universel, il faut d'abord s'enraciner quelque part. Vous ne pouvez pas comme ça aller soi-disant vers l'universel si vous n'avez pas un fond sur lequel vous êtes identifiable et identifié. C'est un peu ce que, encore une fois, Senghor sous-entendait dans son affaire de le rendez-vous du donner et du recevoir. Si je veux m'insérer à un ensemble plus grand d'êtres humains, qu'est-ce que j'apporte? Est-ce que j'oublie tout ce que je suis et je m'intègre, comme on dit, parce que le mot intégration est devenu une espèce de mammouth. Qu'est-ce que ça veut dire s'intégrer? Est-ce qu'on abandonne tout, on accepte l'autre comme un buvard? Ou est-ce qu'on apporte quelque chose qu'on offre tout en recevant des autres? C'est ça. En tout cas, Senghor avait une très belle formule avec ça, le rendez-vous du donner et du recevoir universel. Le rendez-vous de la culture, bien sûr. Voilà. Alors, bien sûr, ici, je fais écho à cette polémique de la littérature monde en disant, il y a des tenants. Moi, le débat se poursuit encore. D'ailleurs, vous avez entendu, pour ceux qui étaient à la conférence de Romuald Foncois, qui disait que finalement, il estimait non pertinent les littératures francophones, parce que normalement, toutes les littératures devraient être considérées comme françaises, n'est-ce pas? Cette chose, je dois vous avouer qu'elle m'a fait tiquer. D'où d'ailleurs le sens de ma question. Quand je lui ai demandé, j'ai dit, mais alors, vous videz le sens, tous les concepts de la littérature francophone. Qu'est-ce qu'elle devient, la littérature francophone? Et c'est vrai qu'il y a toute une série de critiques comme ça qui, pour eux, disent, il n'existe pas de littérature francophone, il existe la littérature française. C'est plus une littérature française, ça veut dire une littérature qui s'écrit en français. Mon point de vue, c'est que ce qu'il faut un jour, c'est que la littérature française vienne à la littérature francophone, mais pas l'inverse. Pas que la littérature francophone, comme le prétend Foncois, devienne la littérature française. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Foncois lui-même a donné des arguments pour ça. Il a dit, la France, en tant que pays, il y a ce qu'on appelle métropole, et puis on a les dom-toms et machin. Pourquoi, lorsque un écrivain de Martinique écrit, on dit un écrivain martiniquais, et on essaye d'insister dessus comme des étoiles glissant les autres. De temps en temps, on dit écrivain français, mais leur identité véritable, c'est écrivain martiniquais. Et Foncois a très bien dit les choses en disant, vous avez la littérature de France, de Martinique, de Guyane, mais tout cela écrit en français. Donc, autrement dit, c'est la littérature française qui est minoritaire parmi les littératures francophones. C'est elle qui devrait venir vers les autres, plutôt que nous allions nous engouffrer dans la littérature française. D'ailleurs, on aurait beau essayer d'entrer dans la littérature française, personne ne vous y recevrait. Parce que vous avez aujourd'hui des gens qui reçoivent des prix concours, etc. Mais lorsqu'on veut les classifier comme écrivains, on dit écrivain français, ou bien franco-machin. Hein, c'est toujours un peu comme on disait des tennisman. Le tennisman Yannick Noah, lorsqu'il échouait, on disait le franco-camerounais. Le Camerounais-français. Le franco-camerounais. Lorsqu'il avait une victoire, c'est le français. Le breton. Donc, ça continue, ça continue. Donc, c'est un peu cette polémique qu'il y a ici. Mais bon, je vous dis que là, le débat est encore en cours. Samy Tchak donne son point de vue, mais de manière assez... il attaque d'un autre angle. Il dit, tant que nous resterons dépendants de la France,
de Paris, nos littératures seront excentrées et marginales dans le concert des voix du monde. Car dans ce domaine, on est en général d'abord prophète chez soi. Alors, Alema Bankou continue dans son fameux discours, mais c'est que j'ai repris ça ici parce qu'il parle d'africanité. Il dit « Chaque rencontre me nourrit. Il serait vain de se cantonner au territoire, d'ignorer la multiplication des interférences. Revendiquer une africanité est une attitude fondamentaliste et intolérante. » Là, nous sommes déjà en train de glisser tout doucement vers ce que j'appelle les attitudes, les littératures connectées, la connexion, les connexions. Ça veut dire que, je parlais tout à l'heure d'une identité fermée sur elle-même, qui à la limite devient intégriste à force de se défendre, plutôt que les jeunes écrivains africains aujourd'hui, ce sont des gens hyper connectés. Quand je dis hyper connectés, ce n'est pas seulement sur le net, mais même socialement. Socialement. C'est des gens qui voyagent, qui se déplacent, qui habitent d'autres pays, qui choisissent d'autres thématiques. Samy Tchak lui-même, souvent, ses romans sont basés parfois dans des pays non nommés, mais on peut deviner des lieux, soit l'Afrique, soit l'Amérique du Sud. Si vous lisez Hermina, vous lisez Place des Fêtes, normalement, il y a un autre roman où il parle des chiots. Comment ça s'appelle? Le paradis des chiots. Le paradis des chiots. Voilà. Ça se passe vraiment en Amérique du Sud, etc. Donc nous sommes dans ce problème d'interconnexion. Que l'identité aujourd'hui ne se réduit pas à un ou deux paramètres. Et l'écrivain, l'être humain d'ailleurs en Afrique comme ailleurs, devient quelqu'un d'hyper connecté, non pas seulement sur Internet, mais socialement. Et selon ces connexions, il peut décliner les différentes versions de son identité. Mais nous allons voir encore plus loin cette... Mais évidemment, je dois donner un point de vue pour équilibrer tout ça, le point de vue absolument contraire de Boubacar Boris Diop, qui dit, lui, les auteurs en question, ça veut dire ceux qui ont réclamé la littérature monde en disant, comme Kangmi Alem, Kossi Oufui, voilà, moi je suis écrivain, point. Je ne suis pas écrivain togolais ou je ne sais pas quoi. J'habite la République des écrivains. Voilà. Alors il dit, les auteurs en question sont en majorité des citoyens européens, ayant perdu tout contact avec leur pays d'origine. La plupart d'entre eux n'y ont jamais mis les pieds, ou en sont partis très jeunes. Il est donc facile pour eux de ne pas prendre l'Afrique au sérieux. L'écrivain typique de cette génération voit dans la globalisation, donc la mondialisation, une sorte d'alibi parfait pour détourner les yeux d'une personne qui lui est si pénible de regarder en face, lui-même. Le consensus va vers ce point de vue de l'altérité, regardez Miliano, dans les contours qui viennent. Moi, j'ai vraiment aimé ce livre parce qu'il est d'une humanité confondante. Moi, je l'avais déjà lu, mais il ne m'avait pas frappé à ce point-là. Je l'ai relu, mais c'est une petite perle. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Nos traditions ne nous viennent pas uniquement de nos pères, mais également des rencontres qu'il fit il y a longtemps déjà. Donc, non seulement il rentre dans la tradition, mais il dit, mais notre tradition elle-même, elle vient de plusieurs apports. Elle n'est pas tombée du ciel comme ça, simplement par les ancêtres. L'autre a naturellement pris place en nous, l'autre. Et il n'est pas question de l'en déloger sans nous précipiter nous-mêmes au tombeau. Nous sommes l'autre. Ça, c'est presque philosophique. Nous sommes l'autre, en fait, ce qu'elle veut dire, c'est que nous partageons les mêmes valeurs. Partageons les mêmes valeurs, la plupart du temps. Et c'est souvent d'ailleurs quand on partage les mêmes valeurs qu'on se met sur un pied d'égalité. C'est souvent, lorsqu'on enferme quelqu'un dans une identité vraiment, j'allais dire, hermétiquement fermée, c'est juste parce qu'on veut lui faire un autre rôle que celui qu'on a soi-même. Mais à mesure de partager les valeurs ensemble, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est dans le problème de l'altérité. Mais vous allez voir, le problème de l'altérité débouche sur la connexion, justement. Alors, même Miano qui dit, toujours dans le contour du jour qui vient, il faut chercher ceux qui ne vous cherchent pas. Ça, c'est extraordinaire. Il faut chercher ceux qui ne vous cherchent pas. Marchez vers les autres. Il y aurait bien quelqu'un, même ici. Toutes les portes ne sont pas fermées. Tout le regard ne fixe pas les ténèbres.
Toutes les bouches n'appellent pas la fin du monde. Tous les cœurs ne sont pas irrémédiablement glacés. Il y a encore un battement, quelque chose qui se dresse contre les apparences. Moi, je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau et très humain. Très humain. Donc, elle appelle à aller à la rencontre des autres, à partager. Lorsqu'on se connaît mieux, d'ailleurs, c'est un réflexe tout à fait habituel. Lévi-Strauss disait, par exemple, quand il étudiait les cultures de l'Amérique du Sud, il disait, dans tous les villages où il est allé, les gens définissaient l'être humain comme celui de leur village, le village dans lequel ils habitaient. Dès qu'on arrivait aux frontières du village, les autres, c'était quoi? C'était les cochons, c'était les... Enfin, on leur donnait d'autres noms. De telle sorte que quand vous êtes dans une langue donnée, et que vous demandez, allez, votre tribu c'est quoi? Souvent la traduction c'était homme. Ouais. Nous nous appelons des hommes. La plupart des noms qu'on donnait. D'ailleurs, c'est de là que vient le mot bantou. En fait, un Montou, c'était un nom. Quand on dit les bantous, ça veut dire les êtres humains. Quand vous vous dites, vous, les êtres humains, quels sont les autres? Ceux qui sont différents de vous. Que sont-ils? Et c'est là que le problème commence. Alors, Mabampo, dans Vers cassé, il dit quelque chose. Au départ, je ne l'avais pas remarqué. Mais je suis rentré dessus, je me suis dit, mon Dieu, c'est tellement profond et ça va dans le sens de ce que je cherche justement. Je vais te parler du pluriel de noms. Voilà, il commence de manière très banale dans la grammaire. C'est important dans la vie, mon petit. Tout le reste viendra après. Parce que la vie est une banale histoire de singulier et de pluriel qui se battent. Et là, ça change tout. Des singuliers et de pluriels qui se battent tous les jours, qui s'aiment, qui se détestent, mais qui sont condamnés à vivre ensemble. Donc là, de nouveau, on constate que l'un, c'est l'ancrage identitaire. Le pluriel, c'est l'universel. On ne peut aller vers l'universel que quand on a déjà la singularité. Mais ce que je voudrais ajouter là-dedans, c'est quoi? Et nous allons le voir par la suite avec la conclusion que je vais donner. Amin Malouf le dit très bien dans cette affaire identitaire que grâce à chacune de mes appartenances dans les identités meurtrières, grâce à Amin Malouf, vous le connaissez, j'imagine, c'est un écrivain d'origine libanaise, mais français. Grâce à chacune de mes appartenances, prises séparément, j'ai une certaine parenté avec un grand nombre de mes semblables. Grâce aux mêmes critères, prises tous ensemble, j'ai mon identité propre. Ce qui fait mon identité propre, unique, c'est le nombre et la qualité des connexions que je fais. Mais chaque connexion me met en relation avec une communauté donnée. Et c'est la multiplication de ces connexions qui fait que je m'insère parmi mes semblables, les êtres humains. Pas seulement parmi les Libanais, les musulmans, ou je ne sais pas encore quelle identité qui m'enferme. Je vais vous lire ici un exemple qu'il a donné et que je trouve formidable. Il dit ceci, il donne un exemple sur l'ex-Yougoslavie. Hein, vous savez, la Yougoslavie a éclaté à 1000 morceaux. Enfin, quand je dis 1000 morceaux, c'est 5 exactement. Hein. Donc il y a la Slovénie, non, c'est même plus. Slovénie, Croatie, Bosnie et Herzégovine, Serbie, Monténégro, Kosovo, Macédoine. Tout ça, c'était un seul pays avant. Et puis, il a explosé. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit, un habitant de Sarajevo aurait proclamé fièrement dans les années 80, je suis yougoslave. 12 ans plus tard, quand la guerre battait son plein, vous savez qu'il y a eu une guerre féroce là-bas, où on a fait presque un génocide là. Hein. 12 ans plus tard, quand la guerre battait son plein, il aurait crié, je suis musulman. Hein. Il est de Sarajevo, donc Bosnie et Herzégovine. 12 ans, non plutôt, aujourd'hui, notre homme interrogé dans la rue se dirait d'abord bosniaque, puis musulman, mais il tiendra aussi à dire que son pays fait partie de l'Europe et qu'il espère un jour adhérer à l'Union. Vous voyez ça? et ça montre, n'est-ce pas, toute la magie, n'est-ce pas, de ces identités à variables multiples. C'est ça que j'appelle, n'est-ce pas, les connexions, les interconnexions. Voilà. Donc, l'identité ne se compartimente pas selon les appartenantes. Ça veut dire, si vous commencez à dire à quelqu'un, oui, c'est parce que tu es musulman que tu fais ceci,
Mais par ailleurs, il est, je ne sais pas moi, il est professeur d'université ou je ne sais pas quoi. Si tu commences chaque fois à prendre une de ces identités pour le qualifier, tu es dans le faux. Parce qu'il faut le prendre dans l'ensemble, dans la complexité de son identité. Autrement dit, c'est ce qui est dit ici en bas, chacun d'entre nous est dépositaire de deux héritages. L'un, vertical, lui vient de ses ancêtres, des traditions de son peuple, de sa communauté religieuse. L'autre, horizontal, lui vient de son époque, de ses contemporains. C'est ce dernier qui est, me semble-t-il, le plus déterminant. Voilà, les connexions que vous faites. Verticalement, vous êtes reliés à vos ancêtres. Mais horizontalement, c'est aux autres êtres humains, si différents de vous, que vous êtes reliés. Pour terminer cette citation de Mudimbe, j'enseigne en anglais aux États-Unis l'histoire des idées. À l'occasion, au Mexique, en espagnol, les débats et les orientations de la pratique philosophique en Afrique. Et au Canada, à Québec ou à Paris, à l'école pratique l'africanisme. Mon multiculturalisme est un fait. Je nage chaque année entre au moins 3 langues et 3 cultures. Et chaque fois, je change de domaine, de spécialité, témoignant ainsi, j'aimerais le penser, de notre destin collectif pour les siècles à venir, quand il n'y aura plus de culture île. Ça, c'est le refus de l'insularité. Même si nous sommes ici dans une attitude archipélagique. Alors, Amin Malouf, respecter quelqu'un, respecter son histoire, c'est considérer qu'il appartient à la même humanité et non à une humanité différente, à une humanité au rabais. C'est là que je reviens à la réciprocité et à l'égalité. Une représentativité sociale équitable. Nous avons toujours ce mot-là à propos. Donc la conclusion, ce serait quoi? Qu'on est parti d'une identité presque, si je m'en tiens à ce que disent les écrivains actuels, presque mortifère, parce qu'elle essayait de s'enfermer et de se placer dans une fausse dialectique face au blanc, la négritude. Eh bien, on s'ouvre de plus en plus à de nouveaux espaces d'identification. Les jeunes Africains actuels sont les enfants de la connexion, des connexions sociales d'abord. Avant cela, c'est la solidarité tribale ou communautaire qui s'occupait des connexions, verticalité. Nous sommes là dans la famille. Aujourd'hui, c'est l'individu lui-même qui doit s'occuper de hiérarchiser et de rendre bénéfiques ces connexions. Nous sommes dans l'horizontalité. École, profession, lecture, club d'hiver, voyage, rencontre. C'est la conséquence d'un monde de plus en plus mondialisé et interconnecté. Voilà.